Ce jour, c'est Anthony Smith, un inspecteur du travail à qui il est arrivé une péripétie. 918 jours, c'est le titre de son livre qui explique comment il a mené le combat contre une administration qui a décidé de l'ostraciser, de l'éliminer socialement, de le briser psychologiquement. Tout a été fait pour l'empêcher de faire son travail de manière assez incroyable. Anthony Smith, bonjour, merci d'être mon invité. Bonjour, merci Alexis Poulain pour l'invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé en fait et dans quelles circonstances vous avez été mis à pied ou du moins maltraité par votre ministère de tutelle, le ministère du Travail, l'inspection du Travail? Oui, il faut se replacer en 2020, au mois de mars, premier confinement, Covid. Je fais mon travail d'inspecteur du travail à Reims, où je suis affecté, et j'ai à intervenir dans une association d'aide à domicile, saisie par des salariés qui ne disposent pas d'équipements de protection, d'une organisation du travail qui leur permet de travailler en sécurité. Vous savez, en plus, ces aides à domicile, c'est celles qu'on va appeler après les premières de corvée, avec les travailleurs, les travailleuses des supermarchés et d'autres secteurs qui vont au-devant des gens âgés, des personnes âgées à domicile pour leur porter de l'aide et qui évidemment s'exposent et risquent de les exposer. Moi, je tente de faire mon travail d'inspecteur. Vous avez 90% du boulot d'un inspecteur, c'est du conseil, c'est d'essayer d'avancer pour faire appliquer le droit. Mais ça ne fonctionne pas avec cette association, cette entreprise. Et du coup, je vais saisir un juge indépendant pour lui demander d'ordonner des mesures de protection de la santé, de la sécurité de ces aides à domicile. Et là, je vais me heurter en fait, à l'État dans toute sa puissance. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les masques n'étaient pas obligatoires, loin de là. C'était l'époque où Sibeth Ndiaye nous expliquait que c'était trop difficile à mettre, qu'Olivier Véran nous expliquait que non, c'était pas vraiment la peine, alors que le protocole H1N1 demandait résolument des masques pour les travailleurs en première ligne qui avaient été effacés du Covid parce que les stocks n'étaient pas là. Il faut aussi un peu remettre l'État face à ses responsabilités. Normalement, quand on est inspecteur du travail, on a quand même une certaine prérogatives. Enfin, les inspecteurs du travail sont indépendants des influences et des pressions. C'est la convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui le dit. Or, ce qu'on voit dans votre cas, c'est que c'est tout sauf ça en France. Bah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au moment où j'interviens, moi, je pense faire mon travail de la façon la plus sereine, et je vais être amené à subir des pressions institutionnelles multiples, notamment de mon ministère, alors même que, comme vous le rappeliez, les inspecteurs du travail leur indépendance d'action, et heureusement, est protégée par un texte international. Et lorsque je vais subir ces pressions dans le cadre de mon travail, je vais lancer l'alerte auprès de l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité centrale, le directeur général du travail en France, et je vais lui dire, écoutez, je subis des pressions de ma hiérarchie pour ne pas diligenter mon contrôle de façon complète. Et moi, je m'attends à être protégé par l'institution, c'est-à-dire que mon indépendance soit garantie. Et c'est tout l'inverse qui va se passer, puisque le 15 avril 2020, dans l'après-midi, je dépose ce référé judiciaire devant le juge. Je rentre chez moi en ayant le sentiment d'avoir fait mon travail, ou du moins d'avoir essayé de faire mon travail de protection de la santé des travailleurs et des travailleuses, et je me retrouve 3 heures plus tard avec un SMS qui me suspend à effet immédiat de mes fonctions d'inspecteur du travail. Et ça va durer de longs mois, cette suspension, et ensuite je vais être muté pendant plus de 2 ans avant d'être rétabli dans mes droits. Oui, c'est incroyable. La façon dont vous apprenez votre mise à pied, c'est un SMS que vous recevez à 20h27 de la directrice régionale qui notifie la suspension de vos fonctions dans l'intérêt du service en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire. C'est proprement incroyable. Alors, l'inspection du travail en France, les chiffres aussi, je voulais en parler avec vous. On est passé de 2200 agents à moins de 1700 aujourd'hui en 10 ans, quasiment. Aujourd'hui, quels sont les moyens de cette inspection du travail? Et est-ce que votre exemple ne montre pas que finalement l'administration centrale ne souhaite pas que les lieux de travail soient réellement inspectés? Oui, c'est vrai. Je suis moi responsable syndical au ministère du Travail. C'est à ce titre d'ailleurs que je m'exprime aujourd'hui et dans le livre. Mais la réalité de l'inspection du travail, c'est d'avoir été abîmée, détruite, détricotée de la même façon que le code du travail ces dernières années. Vous avez dit les chiffres. On peut en rajouter un. Au moment où on parle, il y a un quart des secteurs de contrôle géographique en France qui ne sont pas couverts par un inspecteur du travail titulaire. C'est autant de zones
de non-droit du travail sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est dramatique parce qu'on a besoin de cette médiation de l'inspection du travail. On a besoin d'avoir un petit peu un bras gauche de l'État qui est là pour ici les salariés, les travailleurs, mais qui peut être aussi pour les consommateurs, les usagers et pour différentes actions. Donc ce bras gauche de l'État, il a été largement abîmée et l'inspection du travail, elle a été largement détruite. Il n'y a plus qu'un inspecteur du travail pour plus de 10 000 salariés dans ce pays et on voit que la France est devenue, en quelques années, elle est en pole position des accidents, pour ne reprendre que ça, des accidents mortels du travail en Europe. C'est dramatique. Il faut un plan d'urgence pour les salariés de ce pays, pour leur santé, leur sécurité, et ça passe par le recrutement massif d'inspecteurs du travail. Nous, syndicalement, on avance le chiffre de 5 000 inspecteurs, alors qu'on est moins de 1 700 aujourd'hui sur le terrain. Il y a eu de nombreux drames, des vendangeurs qui sont morts de crise cardiaque pendant les canicules. Vous l'avez rappelé, la France est tristement championne d'Europe des accidents mortels au travail. On a au gouvernement des gens comme Aurore Berger qui pensent que mourir au travail en 2021, je crois qu'elle faisait cette déclaration, non mais on est où quoi, allô, ou bien Emmanuel Macron qui pense qu'il ne faut pas employer le terme de pénibilité au travail parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. C'est une lutte de fond en fait pour essayer d'assurer un cadre de travail justement sécurisé pour les Français, d'autant plus qu'on a la réforme des retraites qui est tombée et qu'on veut faire travailler les Français de plus en plus tard, de plus en plus longtemps. Oui, exactement. Il y a une somme de stéréotypes sur le travail. Vous citiez ces exemples-là. Moi, je me souviens d'un responsable Renaissance qui expliquait qu'aujourd'hui, sur les toitures, on travaillait avec des exosquelettes. Ah oui, c'était un sénateur, le sénateur c'était Patria, je crois. Oui, absolument. Tout à fait. Donc, vous voyez, tout ça, on le retrouve en permanence. Il faut pas oublier que dans la relation de travail, on n'est pas à égalité, que quand la relation de travail se passe bien, c'est parfait, mais que lorsqu'elle se passe mal, celui qui décide, c'est effectivement l'employeur, c'est lui qui embauche, c'est lui qui sanctionne, c'est lui qui licencie. Et en matière d'accident du travail, par exemple, on est face là aussi à des stéréotypes. C'est souvent la faute à pas de chance si le mur sur le chantier tombe sur le travailleur. C'est souvent la faute du travailleur s'il a mis sa main dans la machine sans chercher à savoir pourquoi il a pu mettre cette main dans la machine. Et c'est contre ça qu'il faut se battre, parce que personne ne part le matin au travail pour ne pas revenir le soir. Et sur les 4 vendangeurs, les 5 vendangeurs qui sont morts en Champagne sur les vendanges, moi je l'ai redit plein de fois aux interlocuteurs que j'ai eus, mais jamais une grappe de raisin ne vaudra la vie d'un travailleur. Et ça, il faut que là-dessus, les mentalités changent et qu'il y ait un plan zéro mort au travail, pour qu'on sait faire des plans sur beaucoup de choses, mais la mort au travail aujourd'hui, elle suppose de mener le combat, et ça, on est très en deçà, c'est certain, en France. Pourquoi il y a ce déni finalement des autorités françaises? Est-ce qu'il y a un cadre international? On évoquait l'Organisation internationale du travail pour obliger les autorités françaises à faire davantage d'efforts pour la sécurité et la santé au travail. Vous savez, c'est compliqué parce que souvent la santé et la sécurité, elles sont considérées comme un coût et elles sont vécues comme cela par certains employeurs, alors que les principes de prévention en entreprise, la sécurité, la santé, adapter le travail à l'homme, adapter le travail aux techniques, ce sont des principes qui sont en place depuis 20-30 ans aujourd'hui dans notre pays, mais on continue de se confronter à des professions, des secteurs. On parlait des vendanges, mais de façon dérogatoire, on peut travailler dans certains secteurs des vendanges jusqu'à 60 heures hebdomadaires, voire 72 heures, alors que la durée légale du travail est de 35 heures. On peut héberger des vendangeurs dans 4,5 mètres carrés, alors qu'un logement en France, une chambre en France, pour être reconnue comme une chambre, c'est 9 mètres carrés. On a vu les situations de vendangeurs hébergés sous tente. Donc vous voyez, on est plutôt sur des dérogations qui vont vers du moins 10 ans en termes de droit et de respect au travail. Et ça, c'est problématique. Alors le ministère, Monsieur Dussopt, annonce qu'il va lancer une campagne sur la sécurité, sur la presse, les radios, les médias, la télé, mais à côté, il va falloir des moyens, il va falloir des outils légaux pour que les inspecteurs du travail puissent faire respecter la réglementation si des employeurs sont défaillants, s'ils sont défaillants pour se substituer aux employeurs. Et puis il va falloir surtout des inspecteurs du travail sur le terrain pour pouvoir le faire, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un inspecteur, il arbitre entre 2 urgences, entre un accident mortel et un autre accident grave pour pouvoir intervenir.
C'est vrai que le gouvernement nous a habitués aux numéros verts et aux campagnes de communication, mais peu à l'action. Et là, c'est assez grave parce que non seulement je parlais de l'allongement de la durée du travail côté retraite, mais il y a aussi tout ce plan sur l'apprentissage qui va faire entrer des jeunes en apprentissage dans le monde du travail. Est-ce que là, il y a une réflexion au sein du ministère du Travail sur l'encadrement de ces apprentis qui sont jeunes et qui vont être parfois mis dans des situations dangereuses également, sans forcément un encadrement à la hauteur? Il en faudrait une de réflexion et une très grande parce qu'on sait que les jeunes sont 2 à 3 fois plus victimes d'accidents du travail, notamment les jeunes de moins de 25 ans, que les autres travailleurs. C'est logique parce que souvent ils peuvent être occupés de façon précaire, ils ne connaissent pas le travail, il faut pouvoir l'apprendre, être formé par ses pairs, par des travailleurs plus anciens. Tout ça suppose effectivement des règles. Or, en 2015, le gouvernement de l'époque, qui n'était pas celui d'aujourd'hui, mais dans lequel était déjà M. Macron, eh bien ce gouvernement a pris un décret qui a supprimé l'obligation qui était faite de déclarer les équipements de travail comme un pétrin dans une boulangerie, qui sont des équipements qui peuvent être dangereux et présenter des risques d'accident. Et les inspecteurs du travail venaient vérifier la conformité de ces équipements. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérification de cette conformité et ce sont des déclarations de conformité qui sont faites par les employeurs. Il y en a qui respectent évidemment les règles du jeu, mais il y en a d'autres malheureusement qui ne respectent plus. Et là-dessus, les inspecteurs n'ont plus de visibilité et ne peuvent plus autoriser le travail des jeunes mineurs sur des équipements qui présentent des risques. C'est évidemment très dommageable pour ces jeunes d'arriver et de commencer leur vie active dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes du point de vue du droit du travail. Ouais, et le rôle des syndicats aussi. On a vu hier des syndicalistes du ministère de l'Éducation se faire moquer, rabrouer, mépriser par des responsables politiques, des députés en l'occurrence. Quels sont aujourd'hui les pouvoirs des syndicats pour faire avancer les choses? Vous êtes responsable syndical, notamment dans le monde du travail, dans le domaine de la sécurité du travail. Oui, il faudrait que, effectivement, dans les entreprises, les organisations syndicales et les représentants du personnel disposent, moi c'est ce que j'écris et c'est ce que je propose dans le livre, mais disposent de plus de prérogatives. On ne peut pas, en 2023, dans ce premier quart du 21e siècle, faire comme si on était encore dans les années 40, 50, voire avant, quoi. Les salariés, les travailleurs dans les entreprises, ils participent à la production des richesses de façon massive. Ils ont donc à être associés à la décision. Or, aujourd'hui, lorsqu'on consulte des représentants du personnel dans une instance ou des organisations syndicales dans des négociations, leurs avis sont facultatifs dans la quasi-totalité des cas. Moi, je propose que les avis qui soient rendus dans ces instances, ils soient contraignants. C'est-à-dire que si l'instance est en désaccord, l'employeur doit reprendre les discussions jusqu'au moment où on trouve un accord. Ça contraindrait aussi une partie du patronat français qui est quand même très peu enclin à la négociation, à discuter réellement avec les travailleurs pour avancer dans le sens d'une meilleure cohésion et d'un meilleur fonctionnement à l'intérieur des entreprises. C'est aussi un moyen de se réapproprier pour les salariés un petit peu de pouvoir sur cet outil de production, alors même qu'ils participent aux richesses de façon massive. Oui, ce manque de démocratie dans le monde de l'entreprise qui est souvent souligné et qui fait que parfois on en arrive à ces extrêmes. En tout cas, merci beaucoup Anthony Smith. Je rappelle votre livre 918 jours, le combat d'un inspecteur du travail aux éditions Arcane 17 pour comprendre un peu à la fois comment fonctionne l'inspection du travail, mais comment aussi une administration peut ne pas protéger ses fonctionnaires même si ils lancent l'alerte. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, si Versailles m'était compté, on a tout dit ou presque de la petite sauterie à la Galerie des Glaces du château de Versailles où 160 convives VIP ont festoyé en compagnie de Charles III, le roi d'Angleterre, et d'Emmanuel Macron, le roi de la 5e République. Tout ou presque. Les bouteilles à 2700 €, la porcelaine de Sèvres, le homard bleu, le savoir-faire incroyable des chefs étoilés. Tout ça pendant que 2 Français sur 10 sautent un repas chaque jour, faute de moyens financiers. C'était un sondage réalisé par le Secours Populaire. Mais c'est pour la grandeur de la France, nous dit-on, tout comme la sobriété énergétique. Si vous ne vous chauffez pas cet hiver, c'est aussi pour la grandeur de la France. Autour de la table, des seigneurs et des rois, et aussi des questions. Alors ok, on a eu le pape du luxe, Bernard Arnault, des stars de cinéma comme Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg et Gérald Darmanin, même Jack Lang, un casting baroque comme la musique de Lully. Pour les questions,
qui faisait le fou du roi pour divertir cette auguste assemblée. Pas de Jean Dujardin déguisé en boulanger pour distribuer des pains en dansant autour des convives. Rien, non, tout ça. Et surtout, qui sont ces mystérieux 10 invités qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient mieux à faire que de participer à ce dîner exceptionnel au château? Christine Scott Thomas, par exemple, n'est pas venue, mais il en reste 9. On aimerait savoir qui ils sont. En tout cas, moi, il y a une scène de ce dîner qui m'a beaucoup questionné. On a vu Gérard Larcher, le président du Sénat, s'entretenir avec Mick Jagger, le chanteur des Stones. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire, Mick Jagger et Gérard Larcher? Alors Gérard, tu es confiant pour les sénatoriales ce week-end? Oh oui Mick, ça va bien se passer, je vote après la chasse. Ou bien Gérard qui propose à Mick Jagger ses services comme nouveau batteur des Stones après la disparition du regretté Charlie Watts. Ok, c'était peut-être simplement une discussion sur les millésimes et les anciens présidents du Conseil. Réellement, cette image des deux hommes, c'est quelque chose. De les voir converser sous les ors du château de Versailles, ça m'a plongé dans des abîmes de perplexité. Enfin bref, on a un sérieux problème en République. C'est sa dérive en monarchie absolue. Au-delà de la mise en scène du roi Soleil, de la pyramide du palais du Louvre au château de Versailles, les appels à la transcendance, en passant par le toucher du Saint-Père. À Marseille, ce week-end, Emmanuel Macron n'a de cesse de vouloir remonarchiser la République. Dans sa pratique aussi, la dérive est visible. Un gouvernement qui ressemble de plus en plus à une cour, des 49.3, des décrets, et faire donner la bastonnade contre les jacqueries qui dénoncent la vie chère ou les retraites. Alors, tout n'est-il pas en train de se mettre en place pour une révolution, comme le titre du livre d'Emmanuel Macron? Mais d'ici là, il faut que je vous dise, tout va très bien, tout va très bien. Et on continue tout de suite avec notre invité, Édouard Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de la Civis, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous avez publié un rapport ce jeudi. Depuis 2021 que la Civis existe, vous avez reçu 27 000 témoignages de victimes. Et on apprend que seulement 3% des coupables de viol d'enfants sont condamnés aujourd'hui. Vous faites état de 160 000 victimes par an, mineurs, jeunes, et seuls 8% des victimes qui ont été crues et protégées. Ça a été un travail essentiel, nécessaire, de libération de la parole aussi, de faire comprendre qu'on avait un vrai déni social, un vrai déni dans la société. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui vous avez des garanties que cette mission de la Civis va continuer ou pas, puisqu'elle est censée prendre fin au mois de décembre? Non, à ce jour, ni la Civis, ni les 5,5 millions de femmes et d'hommes qui ont été victimes d'inceste ou de toute violence sexuelle dans leur enfance n'avons la garantie, n'avons d'informations sur l'arrêt ou la poursuite de cette mission inédite, originale et vitale. Alors on pourrait essayer de la maintenir sous une autre forme, de la confier à d'autres instances, mais il me semble que la Civis a été identifiée d'abord par ces enfants qui sont devenus des adultes comme un espace où elles sont comprises, reconnues et solidaires, et un espace où se pense une politique publique de protection. Pourquoi changer ? C'est terrible parce que vous expliquez que seulement 8% des victimes ont été crues et protégées, qu'une victime sur deux, même si elle est parfois crue, n'est pas mise en sécurité et ne bénéficie pas de soins. C'est un vrai problème de santé publique, vous le dites, parce que derrière c'est des vies ravagées pour toute la vie en réalité, et surtout le temps de la prise de parole, c'est-à-dire que quand un enfant prend la parole, c'est rare, c'est difficile, c'est délicat, mais c'est souvent à l'âge adulte, autour de 40 ans, que les victimes d'inceste commencent à parler et à se rendre compte de ce qui s'est passé. Est-ce que là, il y a des choses quand même qui avancent en parallèle de la mission d'écoute de la Civis au sein des institutions? Alors, vous avez raison, monsieur. La mission de la Civis, c'est d'abord une mission d'écoute et de reconnaissance, et aussi une mission d'action. Et nous avons, par exemple, notamment, élaboré un outil de formation des professionnels, de tous les professionnels, sur le repérage et le signalement. Parce que la question n'est pas pourquoi les enfants victimes de viols et d'agressions sexuelles, d'inceste, mettent-ils du temps pour révéler les violences qu'ils subissent? La question est pourquoi les institutions et tous les adultes qui entourent les enfants mettent-ils tant de temps à les repérer, à leur poser la question des violences et à les protéger? Il faut
inverser la manière de penser la protection. Et c'est le sens de cet outil de formation. Il y a bien sûr des dispositifs qui existent, les commissariats, les brigades de gendarmerie, les tribunaux, les hôpitaux ne sont pas des services qui sont récents, ils ont toujours existé. Mais il faut renforcer notre capacité d'aller sortir les enfants victimes de l'invisibilité. Vous avez dit tout à l'heure, il y a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Mais où sont-ils? Ils sont invisibles. Ils sont dans nos écoles, dans nos tribunaux, dans nos services sociaux. Mais nous ne les repérons pas. Alors, là-dessus, moi, c'est pas un problème qui est neuf. Moi, ma mère était institutrice, directrice d'école, et donc elle repérait souvent des cas malheureux dans des classes d'enfants victimes de violences sexuelles. Le psychologue scolaire venait une fois par an. Et l'enfant restait dans la classe, victime de ses parents maltraitants, et rien n'était fait finalement. C'est pas nouveau en fait, je vous parle de ça, moi j'avais 15 ans quand ma mère m'en parlait. On a l'impression que on sait qu'il y a des choses à faire. Il y a par exemple le protocole NICHD qui permet de recueillir la parole des enfants sans l'orienter. Mais au lieu de former tous les fonctionnaires de police, tous les gens qui sont en contact des enfants, c'est uniquement les fonctionnaires qui le demandent, qui y sont formés par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté tout simplement des services publics d'avancer sur ce sujet? Parce que c'est un tabou justement et que ça fait trop peur. C'est la raison pour laquelle le 12 juin dernier, nous avons publié un avis qui s'intitule « Le coût du déni » et qui met en évidence que le coût économique annuel des violences sexuelles faites aux enfants, c'est 9,7 milliards d'euros chaque année. La gendarmerie nationale, notamment, a fait un programme admirable de formation des militaires au recueil de la parole de l'enfant victime par le protocole NICHD. Donc il y a des progrès, mais vous avez raison. Autrefois, naguère et aujourd'hui encore, nous n'agissons pas suffisamment. Il faut signaler. Et dans le doute, il faut signaler. Il faut décider de protéger sans attendre que le primat de la protection soit accordé à l'enfant. C'est pourquoi il y a cet outil de formation de la Civise, pour sécuriser les professionnels. Mais par exemple, la Civise, vous souhaitez la suspension de plein droit de l'autorité parentale en cas de poursuite pénale pour inceste et le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation pour inceste. C'est un texte qui est en train d'être discuté, mais on voit que ça avance à petits pas et voire ça recule finalement, ce retrait de l'autorité parentale par exemple. Vous avez raison, il faut être très vigilant parce que les enfants manquent de protection, souvent parce que nous nous cachons derrière des principes que nous interprétons mal. Lorsqu'un enfant révèle des violences sexuelles, et notamment un inceste parental, les plaintes sont classées sans suite dans 70% des cas. La Civise dit, et elle ira plus loin bien sûr dans quelques semaines, dans les 30% où il n'y a pas de classement, eh bien il faut protéger l'enfant sans attendre. Et donc suspendre de plein droit l'exercice de l'autorité parentale. On attendra le jugement, mais déjà, mettons l'enfant en sécurité. Alors, des gardiens du temple disent, mais c'est contraire aux principes. Le premier des principes, c'est d'être digne de l'attente des enfants ou à l'égard du monde des adultes. Et au moment du jugement, quand un parent est déclaré coupable d'inceste, il me semble conforme à la raison la plus élémentaire de dire que ce parent a démontré son incapacité à exercer l'autorité parentale. Je ne vois pas en quoi un principe viendrait s'opposer à ce que le retrait de l'autorité parentale soit la conséquence de la déclaration de culpabilité. Oui, bien sûr, mais visiblement c'est plus compliqué pour les législateurs. C'est toujours trop compliqué. Il faut toujours être plus nuancé. Et c'est pour ça qu'on avance si lentement. Alors la parole se libère, vous avez donné une interview avec Emmanuel Béard qui sort ce documentaire Un silence si bruyant. On reçoit tout à l'heure en plateau c'est Anne Parillo avec Céline Alonso et André Berkoff qui parlent elle aussi de son enfance et de l'inceste. Donc on voit que cette parole se libère. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème de société plus profond quand on voit par exemple une blague sur l'inceste qui fait rire tous les commentateurs d'une radio concurrente, hilar sur une blague sur l'inceste d'un auditeur qui appelait lui pour parler de même pas de ce problème-là, c'est eux qui passent à ça, ou Bastien Vives, ce dessinateur qui mettait en bande dessinée des histoires d'inceste et qui était invité comme invité d'honneur à Angoulême. Est-ce que la société française n'a pas un problème avec ça? Bien sûr. Un problème ancien et très ancré en nous, en chacun de nous. Ce qui m'a conduit à dire, au fond, la société hésite. Veut-elle interdire
ou pas que des adultes violent les enfants. Parce que l'inceste et toutes les violences sexuelles faites aux enfants, ça n'est pas nouveau. Ce qui change aujourd'hui, c'est que nous sommes prêts à dire ça existe, c'est vrai, et c'est grave. Le pas qui reste à faire, c'est de protéger chaque enfant au moment où il a besoin de protection. Et là, c'est là que l'hésitation se loge. On dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est si grave? Il faut passer d'une prise de conscience d'un fait général à une prise de conscience de chaque fait particulier. Et ça, cela relève d'une politique publique. Il y a quelques décennies, eh bien, on invitait des personnalités qui se targuaient d'avoir des rapports sexuels sur des enfants. Oui, et c'est une écrivaine comme Denise Bombardier, gloire à elle, qui avait le courage de dire que c'était une honte. Aujourd'hui, on ne le ferait plus. Mais devant chaque enfant qui a l'espoir qu'on le protège, nous sommes encore trop décevants. On continue de parler avec Édouard Durand de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Dans un instant, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. On en parlait, ce mois de septembre, le gouvernement va lancer une campagne pour sensibiliser la population à l'ampleur de l'inceste. Mais en même temps, votre commission, la Civise, risque de disparaître à la fin de l'année. Comment vous expliquez ce « en même temps », encore une fois, incompréhensible pour nous? Alors, la première chose, c'est que cette campagne nationale, publique, sur les violences sexuelles faites aux enfants répond à une préconisation de la Civise de mars 2022. Parce que la dernière a eu lieu il y a 20 ans, il est grand temps de dire que c'est un problème collectif public et pas une somme de problèmes individuels, personnels, privés. La seconde chose, c'est que nous avions fait cette proposition dans un ensemble sur le repérage et le signalement, sur le traitement judiciaire, sur le soin, sur la prévention. Parce que une telle campagne va permettre à des enfants victimes de demander de la sécurité à des adultes protecteurs, à des professionnels de repérer des enfants victimes. Donc, il ne faut pas que toutes les plaintes et tous les signalements qui vont résulter de la campagne se soldent par 70% de classement sans suite. Oui, c'est une promesse, il faut tenir parole, aller vraiment dans la protection réelle. Et oui, c'est une préconisation de la Civise. Je crois que la Civise a été chargée, il y a bientôt 3 ans, le 23 janvier 2021, d'une mission inédite, spéciale, au moment où, grâce à la publication de La Familia Grande par Camille Kouchner, la société s'est dit « ça me regarde ». Je suis concerné. Le groupe humain que nous sommes a quelque chose à voir avec les enfants victimes de viols et d'agressions sexuelles. Et la Civise a tenu cette promesse, qui n'était pas tenue jusqu'alors. Elle a pris une place qui répond à un besoin spécifique et vital pour les adultes et pour les enfants qui sont encore des enfants aujourd'hui, en alliant indissociablement le recueil des témoignages des adultes qui ont été victimes dans l'enfance et la politique de protection des enfants aujourd'hui et demain. À chaque fois qu'une personne vient témoigner à la Civise, elle dit « j'en ai besoin pour moi, parce que je suis un humain digne et que j'ai une parole. Mais je le fais aussi pour que les enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. » On ne pourrait pas renvoyer l'espace de témoignage dans le privé. Ce serait à nouveau un anéantissement de leur légitimité. C'est vrai que c'est devenu déjà une organisation reconnue où les victimes vont pouvoir se tourner, prendre la parole. Donc la supprimer serait incompréhensible. Où irait-elle à ce moment-là? Oui, parce que je crois que, et je vous remercie de dire que la Civise est une instance identifiée, reconnue, et si elle l'est, je l'espère, c'est sans doute parce qu'elle a une doctrine claire, une parole claire, qui ne se réfugie pas dans ce que j'appelle les bonnes planques, les principes, les c'est plus compliqué que ça, les mais attention. Non, ces enfants existent. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas protégés. Et la Civise est claire sur ça. Justement, parfois, ça gêne, mais c'est en même temps sa fierté. Parce que la Civise
recueille la parole des adultes qui ont été victimes. Aujourd'hui, les enfants, vers qui ils peuvent se tourner? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des numéros d'urgence, des alertes? Qu'est-ce qu'on doit dire à un enfant si on soupçonne ou si lui-même dit et veut témoigner? Enfin, comment ça se passe? La première chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est que l'enfant est soumis à ce qui s'appelle la stratégie de l'agresseur. Et dans la stratégie de l'agresseur, pour assurer son impunité, il va utiliser plusieurs étapes, notamment imposer le silence et inverser la culpabilité. De sorte que l'enfant victime de viol ou d'agression sexuelle se dit « mais c'est de ma faute » parce que l'agresseur lui dit « tu es ma préférée, je sais que toi tu aimes ça » ou « c'est normal que moi je t'apprenne ces choses des grands ». Il est donc fondamental que l'enfant victime ait la garantie que l'adulte à qui il va révéler les violences va pouvoir le croire, se représenter ce qu'il vit et le mettre en sécurité. Donc, il faut sécuriser les adultes protecteurs. 1. 2, eh bien, quand on a un doute sur la sécurité d'un enfant, on n'attend pas, on appelle le 119, on appelle le commissariat, on appelle les services sociaux. Je le redis, 119, enfants en danger. Mais il faut une doctrine claire. Il y a un risque, les institutions doivent faire un choix, c'est l'enfant qu'on protège. Oui, et pas l'adulte dans le déni ou les choses comme ça, parce que dans 50% des témoignages, et c'est ça qui est choquant, le confident ne sécurise pas l'enfant. Parfois, il va lui dire de ne pas en parler ou rejeter la faute sur lui, ou du moins on passe à autre chose et ça continue ou pas, mais il y a un rejet en fait de la véracité de la parole de l'enfant. Oui, il y a une tendance sociale très forte et qui se vérifie face aux enfants victimes de violences aussi extrêmes. C'est « ça ne me regarde pas, moi je veux pas d'ennui, après tout j'en sais rien. Et puis ça me gêne, ça me fait tellement peur que, bon, si j'avais un enfant victime je le protégerais, mais moi j'ai que des menteurs, que des enfants qui s'expriment pas bien, que des mères qui exagèrent. » C'est pour ça qu'il n'y a pas ce postulat de principe de la protection. Et nous le montrons grâce aux témoignages que nous recevons. Dans 60% des cas, quand l'enfant se confie à un professionnel, le professionnel ne le protège pas. Oui, c'est ce que vous dites. 6 professionnels sur 10 qui ne protègent pas l'enfant suite aux révélations de violence. Il y a un manque de formation, sans doute. Il y a un déni. Et puis quoi, un manque de recrutement aussi, un manque de professionnels. Comment c'est possible, en fait? Et puis la loi. Parce que c'est leur métier, là, de protéger les enfants. Et la loi. Et la loi. Il faut que la loi soit beaucoup plus claire et protectrice. C'est ce que j'appelle, depuis 15 ans maintenant, une législation plus impérative. Je vous donne un exemple, et c'est l'une de nos premières préconisations. Les médecins, ou tous les professionnels du soin, dans un cadre libéral notamment, mais pas seulement, et spécifiquement les médecins, ont eux aussi des injonctions contradictoires. Alors, ils doivent signaler les enfants qui sont victimes de sévices, et notamment de viols ou d'agressions sexuelles, mais ils ne doivent pas s'immiscer dans la vie privée des familles, et ils ont une clause de conscience. Mais en même temps, on leur dit, vous n'êtes pas policier ou gendarme, c'est pas à vous de faire l'enquête. Alors comment être sûr que c'est une suspicion d'enfant victime ou que c'est une certitude d'enfant victime? Nous avons dit, dès mars 2022, la loi doit être beaucoup plus claire sur l'obligation de signalement. J'ai peur que cet enfant soit victime de viol, je signale. Et donc, en contrepartie, nous devons protéger les médecins de toute sanction disciplinaire. Vous voyez, il faut sécuriser les professionnels, il faut sécuriser les parents protecteurs si nous voulons qu'ils puissent protéger les enfants victimes. Ouais, c'est pas le cas aujourd'hui, et loin de là. Alors, vous allez remettre le rapport final de la Ciivise le 20 novembre au président Emmanuel Macron. Il va y avoir pas seulement tout ce le travail qui a été fait de recueil de la parole, il y aura aussi sans doute des recommandations. Est-ce que vous attendez de cette remise de rapport que la réponse soit forte et que la Ciivise soit prolongée et que 2, on voit des lois évoluer, on voit des formations arriver, on voit quelque chose de profond dans la société? Oui, bien sûr. La Ciivise a été instituée pour ça, pour tenir cette promesse. On vous croit, on est là, et vous ne serez plus jamais seul. Et la Ciivise incarne la réalisation de cette parole. Et il faut qu'elle puisse continuer à le faire. Alors d'abord, la première chose, c'est que nous voulons que les préconisations que nous avons déjà formulées soient mises en œuvre et deviennent une réalité. Le 12 juin, nous avons dit... Les soins spécialisés du psychotraumatisme existent, ils ne sont pas dispensés, et nous avons modélisé un parcours des soins spécialisés. Il faut
maintenant que les pouvoirs publics l'organisent, le financent, le mettent en œuvre. Et en novembre, nous allons refaire des préconisations pour renforcer les capacités de rendre justice. Nous ne pouvons plus continuer de vivre dans un système d'impunité des pédocriminels. Si seuls 3% des plaintes pour viol sur mineurs donnent lieu à la condamnation du mis en cause, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur, c'est que c'est un système d'impunité. Mais vous êtes juge, vous avez vu des dysfonctionnements dans la justice? Parce qu'on peut se demander où est la justice dans ces cas-là. La justice, comme l'hôpital, comme les médias, comme les services sociaux, ne sont que le reflet d'un état de conscience, d'une politique publique d'une part, et d'un état de conscience de la société d'autre part. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière des principes. Nous ne pouvons pas assumer de manière contradictoire des enjeux de protection. Nous n'avons pas encore fait suffisamment le choix de la protection de l'enfant. La question est, qui voulons-nous protéger? Si ce sont les enfants, il faut que ça se voie. Vous êtes confiant que la Ciivise va continuer ou vous êtes inquiet aujourd'hui? Je suis inquiet et confiant. Okay. Hier, nous avions une réunion publique à Paris, la 25e, depuis que nous avons commencé, comme chaque mois, en France. Il y avait 400 personnes qui étaient là, qui venaient de toute la France. Il y a des gens qui font des centaines de kilomètres pour venir à nos réunions publiques et qui nous disent « Quand viendrez-vous à Mayotte? Quand viendrez-vous à Albi ou à Mulhouse ?» Mais il faut que nous ayons la possibilité de le faire à partir de 2024. Et là, il y a une solidarité magnifique, une dignité exceptionnelle. Une restauration. Quand vous entendez une personne qui, il y a 50 ans, a été victime de viol et qui vous dit, après avoir été auditionné à la Ciivise, alors j'ai décidé moi aussi que je pouvais être heureuse et je vais reprendre ma vie. Vous vous dites, je ne sais pas si ce sera maintenu, mais ça aura été possible et ça devrait le rester, parce que ça répond à un besoin vital de vie ou de mort après l'anéantissement du viol. Il ne faut pas l'anéantissement social d'une parole qui retombe dans le néant du privé. Il faut briser ce silence si brillant, oui. Merci beaucoup, Édouard Durand, pour votre témoignage, pour le travail également de la Ciivise. On continue sur